Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le débrief de la 4e journée de l'Eurobasket. Aujourd'hui, toutes les équipes ont joué et aujourd'hui, il y a eu des choses à dire. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter avec vos pronostics, avec vos réactions, parce qu'aujourd'hui, il y aura vraiment des débats, je pense, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à tous les nouveaux abonnés et bienvenue. On est parti tout de suite sur le premier match que j'ai regardé, c'est l'Italie contre la Géorgie. C'était un match que j'avais envie de voir, deux équipes qui pour l'instant faisaient un beau parcours et ça n'a pas déçu. C'était un match qui globalement a été très serré jusqu'à la fin. L'Italie qui a fait des runs, ensuite la Géorgie qui est revenue dans le deuxième quart-temps notamment à cause de beaucoup de pertes de balles de la part de l'Italie. J'aimerais quand même dire à Monsieur Darius Thompson qu'il faut qu'il rende le passeport parce que là franchement les performances qui sortent c'est catastrophique. Alors oui, il fait 22 de plus-minus. Bon, après, quand je le vois sur le terrain, je vois pas franchement faire quoi que ce soit. Goga Bitadze nous a fait kiffer, joueur exceptionnel offensivement, défensivement. Et bon, l'effet marquant du match quand même, c'est Goga Bitadze justement qui fait des signes de moula aux arbitres, comme Luka Doncic avait fait lors de précédentes compétitions, comme si les arbitres avaient été vraiment biaisés. Franchement, personnellement, je suis ni pour l'Italie ni pour la Géorgie, mais j'ai pas trouvé ça scandaleux. Et ensuite, il y a Tornike Shengelia qui est allé voir chacun des arbitres. En fait, il était en train de faire un repli défensif. Et il a regardé un arbitre, il a dit « fuck you ». Il a regardé l'autre arbitre, il a dit « fuck you ». Et il a regardé le troisième, il a dit « fuck you ». Bon, évidemment, disqualifiante. Mais voilà, ils ont complètement pété un câble. C'est pas à cause de ça qu'ils perdent. Hein. Franchement, l'Italie fait un très bon match. Comme par hasard, on a un peu plus vu Mohamed Diouf en 25 minutes qui fait 13 points et 5 rebonds. 15 dévals, plus 16 de plus-minus, et forcément c'était un peu plus facile pour défendre la raquette que quand tu joues avec Danilo Gallinari qui a joué que 4 minutes, et ça suffit largement pour le niveau qu'il a. Nicolo Melli, encore très bon, 8 points, alors il se trouve un peu au niveau du tir 3 sur 8, mais 8 rebonds, voilà, c'est vraiment le rouage essentiel de cette équipe. Fontecchio qui s'est réveillé, qui met 14 points à 4 sur 10 au tir, avec bon, il fait quand même 6 pertes de balles, mais il a mis des tirs qui étaient importants. Gianpaolo Ricci aussi, qui met des tirs importants sur la fin de match. Et évidemment, le joueur le plus important de cette équipe, Saliou Niang, qui apporte de l'adresse, qui apporte du slashing, enfin... C'est le backup de Fontecchio, mais on dirait que c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. Donc franchement, bravo à l'Italie. C'était une belle victoire. C'était un beau match face à la Géorgie. Ensuite, on va parler de l'Allemagne face à la Lituanie. L'Allemagne qui était à 2-0, la Lituanie qui était à 1-1, je crois. Et donc franchement, ça se la foutait au début entre Theis et Valanciunas. Rokas Jokubaitis aussi qui fait une excellente première mi-temps. Franchement, j'allais dire c'est assez rare pour que je le dise, mais là franchement pour l'instant il fait une bonne compétition, Jokubaitis. Donc il fait une excellente première mi-temps, il est présent au scoring, il est présent à la passe, c'est vraiment lui le dépositaire du jeu de la Lituanie. Et c'est assez serré en première mi-temps, mais le problème c'est que dans l'équipe d'Allemagne il y a beaucoup d'armes. Donc faut se dire que Johannes Thiemann, qui est un mec qui est un très fort joueur d'Euroleague, enfin il ne joue plus en Euroleague, mais quand il joue en Euroleague il y a 2 ans c'était un très fort joueur. Il joue combien de temps? Je sais pas, il doit jouer 10 minutes, il a pas d'apport, il est là que pour faire des mains à main. Et vraiment, Theis qui fait un énorme match, Daniel Theis qui fait en 23 minutes 23 points, 9 sur 9 au tir, 3 sur 3, 3 points, 32 dévals, accompagné de Franz Wagner qui fait 24 points, 28 dévals, donc 24 points, 7 rebonds. Et évidemment Dennis Schroeder qui fait 26 points, 6 passes, Dennis Schroeder qui jouait en souriant, en rigolant, il prenait des tirs en première intention. Enfin vraiment, cette équipe d'Allemagne... et fait peur, et en même temps on prend du plaisir à jouer ensemble. Moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait il y a un spacing qui laisse toujours la place dans la raquette pour soit des 1 contre 1 pour Wagner, soit pour Schroeder, soit pour les intérieurs, mais en fait comme tous les intérieurs sont capables de shooter à 3 points, que ce soit Theis, Voigtman, Thiemann et j'en oublie un, non pas Leon Kratzer, mais lui voilà il a pas beaucoup joué. Non, mais c'est ça, Voigtman, Theis et Thiemann, ils sont tous capables de shooter à 3 points, donc ça donne toujours du spacing, et quand tu fais jouer Isaac Bonga en poste 4 aussi, ça écarte le jeu. Et donc, on a vu sur les premières actions, Dennis Schroeder, il a des backdoors, il y a personne dans la raquette, parce que t'es obligé de rester collé sur les shooters, et en parlant de shooter, il y a forcément Andreas Hobbs aussi, qui a pris un coup de chaud, encore une fois, hyper régulier. Franchement, on voit un Euro de très grande qualité, et c'est ce que la réflexion que je me faisais, c'est que, là, pour battre l'Allemagne, faut que tu mettes 110 points.
Ils sont à 105 points de moyenne, je crois, sur les 3 premiers matchs. Va leur mettre 110 points sur leur défense. Et sachant que, voilà, on va parler d'autres performances qui ont eu lieu pendant cette journée, mais il y a vraiment des top performeurs, il y a des que ça soit au scoring, que ça soit au pourcentage de tir à 3 points, parce que là on parle de Andreas Hobbs, mais on va parler plus tard de Jordan Lloyd aussi, des mecs qui ne ratent rien, c'est franchement impressionnant. Et en plus la Lituanie qui perd Sedekerskis avec une grosse entorse. Alors on a vu que Semo Sazer est revenu très vite de son entorse à la cheville. On va voir ce que Sedekerskis va pouvoir faire sur les prochains matchs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est à la fin qu'on va parler de la France, et à la fin... Là, il y aura des trucs à dire, j'en suis sûr. On va passer vite fait sur Turquie-Portugal. Il y a eu un beau duel au début quand même entre Nimas Keita et Alperen Şengün. Alperen Şengün a démoli le Portugal. Le Portugal qui est trop léger encore pour s'opposer à une équipe de Turquie qui est à 3-0 comme la Serbie. On fera un point sur les classements après. Mais donc voilà, Korkmaz qui fait un bon match aussi, qui fait 14 points. Şengün qui fait 20 points, 7 rebonds, 5 passes, 27 dévals. Voilà, ça a bien tourné. Jurtseven aussi, quand il est rentré, a fait du bien. C'est le Portugal qui prend l'eau dans le deuxième quart-temps et donc qui ne revient pas. Voilà, c'était un match à sens unique presque. Ensuite, un match très intéressant aussi, la Lettonie contre la Serbie. On s'attendait peut-être à ce que la Serbie éclate la Lettonie, et la Lettonie a fait son meilleur match de la compétition. Alors c'est dommage, ils viennent mourir à 4 points de la grosse équipe de Serbie, mais j'ai trouvé que la Lettonie avait fait un bon match, alors sur plusieurs points. Déjà, Porzingis a fait quand même un bon taf sur Nikola Jokic. Alors Nikola Jokic, il est trop fort. Je crois qu'il a 20 points à la mi-temps ou 21 points à la mi-temps, un truc comme ça. Il finit à 39 points. 15 sur 26 au tir, 14 sur 22 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points, 8 sur 8 au lancer, 10 rebonds, 4 passes, 42 dévals. Propre. Mais moi, ce que j'aimerais noter, c'est qu'il fait 14-22. Alors oui, c'est un très bon pourcentage proche du cercle, mais il a raté franchement des trucs que d'habitude on ne le voit pas rater. Et puis surtout, c'est très rare que Nikola Jokic prenne 26 tirs dans un match. Là, ça a été un peu la stratégie, j'ai l'impression, de la Lettonie, de ne pas doubler Nikola Jokic, de ne pas faire en sorte que ça soit un passeur et un facilitateur pour les autres. Il fait que 4 passes. Et du coup, c'était vraiment le laisser jouer en 1 contre 1 et faire confiance à Porzingis, qui a fait quand même du très bon travail, je tiens à le dire, même s'il a joué un peu avec du vice, des fois il a attrapé le maillot, etc. Mais il a gêné au maximum. Porzingis, franchement, on en parlera après, mais il a fait un très bon match. Et Jokic, du coup, il aurait vraiment pu mettre 50 points, mais je pense que c'était la stratégie de Luka Banchi de laisser Jokic scorer et de bloquer les autres autour, sachant que Bogdanovic était absent, blessé. Donc Petrousev, en fait, il avait été exclu, j'avais pas vu le match, donc il avait été exclu. Il est revenu, il n'y avait pas de souci. Nikola Jovic qui est passé complètement au travers, qui fait un seul point. Vassili Micic, c'est ce que j'ai noté, s'il joue à ce niveau-là, cette saison à la Poel Tel Aviv, c'est le braquage du siècle, parce que le mec il prend 6 millions à l'année, il est fantomatique, et là il joue 7 minutes, alors je sais pas s'il est blessé ou quoi, mais il fait 7 minutes, 0 points, 0 sur 2 au tir, catastrophique. Bon match de Marko Guduric également, de Avramovic aussi, qui a essayé de mettre des grosses pressions défensives, mais mon bébé Arthur Zagars tient bien sa balle, et donc on va passer du côté letton. Du coup, Arthur Zagars, qui, encore une fois, est le seul à pouvoir créer pour les autres, mais qui s'est un peu trouvé au niveau du tir, qui fait 9 points à 3 sur 11 au tir, et 6 passes. Il perd une seule balle, donc avec la pression défensive serbe, on sait que c'est quand même une belle performance, mais voilà, il s'est un peu trouvé sur le tir. Il y a Roland Smith aussi qui a fait du bien. Il y a surtout Davis Bertans qui s'est réveillé, qui met 16 points, à 4 sur 10 à 3 points, avec accompagné de 10 rebonds, et puis défensivement, il a fait un gros boulot. Il met combien de contres? Il met un contre, mais bon, c'est un mec qui est pas du tout vertical, il fait quand même 21 dévals. Le seul truc qui est dommage, je trouve, ça a été la gestion de la fin de match de la Lettonie. Ils sont à -2. Alors il y a mon gars Richard Lomas qui fait un meilleur match que sur les 2 premiers matchs de la compétition, qui fait en 36 minutes, qui fait 13 points à 4 sur 8 au tir, 4 rebonds, 4 passes. Il fait également 3 pertes de balles, il fait 15 dévals, moins 30 plus-minus, mais dans les choix, en fait, là où il a été bon, c'est vraiment sur des coupes sans ballon, sur de l'agressivité sans trop réfléchir, sans dribbler sur place, et il a kické quelques bonnes balles aussi pour ses coéquipiers. Et comme je l'ai dit, dans des coupes sans ballon, il a su trouver des paniers faciles, mais t'es à -2
il reste 45 secondes je crois, il va s'empaler sur 2 joueurs, prendre un lay-up hyper compliqué, qui rate, derrière ils encaissent, et il y a Davis Bertans qui prend un tir en première intention, alors oui il reste pas beaucoup de temps, mais ça me fait penser un peu au tir qu'il avait tenté, c'était contre l'Allemagne je crois, en 2023, lors de la Coupe du Monde, pour la gagne. Alors bon, c'était un vrai tir au buzzer, mais là il a tiré vraiment au déséquilibre à 9 mètres, t'es à -4, il reste quand même 10 secondes, tu peux avoir un meilleur tir je pense. Mais bon voilà, c'est dommage. Et Kristaps Porzingis, qui fait 14 points à 3 sur 7 au tir, 6 rebonds, 4 fautes, 20 dévals, mais il a vraiment beaucoup donné défensivement, et je lui tire mon chapeau. Donc voilà, j'espère que la Lettonie va, enfin je pense qu'ils vont quand même passer les poules, et en tout cas c'était un très beau match. Le dernier match que je viens de regarder, Pologne-Israël, et je pense que c'était le match le plus intense que j'ai vu depuis le début de la compétition. Les arbitres ont beaucoup laissé jouer aussi, donc à la fin ça chauffait un petit peu et tout, mais c'était un match d'une intensité rare et d'une qualité aussi, d'une qualité sur certains joueurs, parce qu'il y en avait d'autres, voilà quoi, mais vraiment c'était un très beau match. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Donc c'était encore une fois Mateusz Ponika qui fait tout pour cette équipe de Pologne. Pluta aussi qui crée du jeu, qui crée des décalages. Et évidemment, Jordan Lloyd, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Il est monstrueux ce mec, il est monstrueux. On va revenir sur Jordan Lloyd après, mais on va juste parler un peu de l'équipe d'Israël, qui perd donc de 2 points à la fin du match, avec un Deni Avdija héroïque, franchement. Dans le 3e quart-temps, à un moment, il pète un câble, il s'énerve contre l'arbitre parce qu'il considère qu'il fait pas une faute, ce que tu peux entendre, mais après c'est vrai que ça joue avec tellement d'intensité que les arbitres, je pense, ils ont essayé de calmer un peu le truc. Il prend une technique, et suite à ça, je crois qu'il met, entre 8 et 10 points d'affilée, il fait repasser Israël devant, il est monstrueux sur du drive, sur de la transition, sur du tir à 3 points, il est là en défense, il prend des rebonds, exceptionnel. Il y a 2 mecs qui étaient complètement à l'ouest sur ce match-là, c'est Kadim Carrington et Yam Madar, et ils ont quand même mis des gros tirs à la fin. Yam Madar qui met un drive dans le 4e quart-temps et qui enchaîne avec un tir à 3 points, c'est son seul tir à 3 points du match, il a 1 sur 5. Kadim Carrington également aussi, qui était dramatique tout le match, et il finit à 10 points, je pense qu'il met 8 points dans le dernier quart-temps, dont un tir à 3 points hyper important. Mais en face, il y a un mec qui a des couilles d'acier. On l'avait vu déjà avec Monaco l'année où il y avait Wemby qui était allé en finale de Betclic, où il avait mis des tirs pour terminer la saison. Et là, Jordan Lloyd, qui donc fait encore 27 points, 5 sur 8 à 3 points, 10 sur 17 au tir, 6 rebonds, 4 passes, 29 dévals, et des tirs pour finir le match. Tu le laisses tout seul, ses sanctions, et le dernier tir, il va... Alors déjà, il y a un lay-up pour égaliser en transition qui est très très difficile, où il va passer en dessous de 2 mecs, il va finir, etc. Avec un angle vraiment très très dur, même si c'est sur sa main droite. Et derrière, il va chercher... alors il y a égalité, il drive, il rate, il fait un genre de step through et tout, il rate, il va chercher son rebond offensif, claquette avec la planche, ça rentre, et gagne le match sur ça. Non, franchement, Élysée Jordan Lloyd, président de la Pologne, parce que franchement, ce qu'il est en train de faire pour cette équipe de basket, c'est exceptionnel. Donc chapeau à Mateusz Ponika, chapeau à Jordan Lloyd, et Aleksander Balcerowski, arrête de shooter à 3 points. Je sais pas où est-ce que t'as vu que t'étais un bon intérieur. Pour l'instant, t'as vu, t'es jeune, t'as 24 ans, c'est un fais des écrans, va chercher du rebond, mets des contres. Et là, il veut jouer du post-up. À chaque fois qu'il joue du post-up, c'est dramatique. Il veut prendre des tirs à 3 points. À chaque fois, c'est dramatique. Il fait 3 points à 1 sur 5, 1 sur 3 à 2 points, alors qu'il prend que des tirs près du cercle, 0 sur 2 à 3 points, 1 sur 5 au lancer. Chef, mais t'es lancé au moins, tu vois. Enfin bref, ça c'était mon petit coup de gueule sur Balcerowski. Maintenant, on va finir sur le match que vous attendez tous. La France contre la Slovénie. Alors j'avais annoncé une victoire de la France un peu plus large que ce qui s'est passé, puisque on a gagné 103 à 95 si je ne m'abuse. De toute façon je vais me mettre les stats sous les yeux. Tac. Donc ce match commence avec une intensité de la part de Bilal Koulibaly, qui est vraiment le moteur de cette équipe de France sur cette campagne, que ce soit sur la prépa ou même sur les matchs officiels. C'est toujours lui qui commence fort les matchs, que ce soit offensivement, défensivement. Et là vraiment il était concentré sur Luka. On a manqué d'adresse sur le début de match, la défense de la Slovénie était assez costaud, et donc j'attendais l'arrivée de Sylvain Francisco d'un peu un feu follet pour faire péter les lignes. On n'a pas été déçus. Donc quand Sylvain rentre, tout de suite ça se décante.
il crée des décalages. Et cette fois-ci, un peu différemment de ce qu'il faisait jusqu'à présent sur cette campagne, eh ben il a décidé d'aller finir. Parce que c'est vrai c'est ce que je disais, il est souvent capable de passer son joueur, et souvent il allait chercher ses intérieurs pour finir, pour faire des petites passes décisives, mais là il a dit si on va pas me montrer, je vais finir. Donc il a commencé à mettre des points comme ça. En plus de ça, défensivement, il a été monstrueux. Il fait des interceptions, il provoque des passages en force sur des écrans mobiles, sur des montées de balles, etc. Enfin, franchement, on l'a rarement vu défendre comme ça, et ça fait plaisir. À côté de ça, on a Zaccharie Zaché aussi, qui fait un très bon début de match, qui met 4 sur 4 à 3 points pour commencer, enfin sur les 3 premiers cartons, qui est vraiment bon, qui est pareil, est concentré en défense. Il y avait vraiment un plan anti-Doncic, qui a été, on voit qu'on a été encore un peu naïf, qu'on est jeune sur les ailes, parce que, en fait, moi, si je suis coach, mais bon, je ne suis pas coach, mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais Luka Doncic, il va mettre 35 points. Quoi qu'il arrive, il va mettre 35 points. Il est capable de mettre des tirs de fou furieux, on l'a vu, il a mis des step backs sur Alex Sarr, il a mis des fade away, il a mis des flotteurs très difficiles, contestés, etc. Mais, Luka Doncic, il tire sur ce match-là, il tire 20 lancers francs. Il fait 19 sur 20 en lancers francs. Et il fait 4 sur 10 à 2 points. Ben moi, je préfère qu'il prenne des tirs à 2 points plutôt qu'on lui donne des lancers francs. Donc, s'il prend des fadeaway contestés, soit. Mais là, on lui a donné 20 lancers francs. Alors bon, il y en a, encore une fois, qui ont été très généreux. Hein. Mais voilà, on a été un peu naïf, on a sauté sur pas mal de feintes et tout. Mais on a corrigé ça, justement, dans le 4e quart-temps. Je pense que Freddy Foutux a dit à ses joueurs, ne sautez pas. Juste contester, lever les bras, s'il met, tant pis, ce sera pour moi, mais ne sautez pas. Et vraiment, ça a marché. Le match était très très long parce qu'il y a eu énormément de fautes. La Slovénie tire 46 lancers francs, dont 20 pour seulement Luka, et la France en tire que 29. Enfin bref, c'était vraiment très très long, très très haché. À noter l'entrée de Nadir Hiffi très tôt dans le 2e quart-temps, je crois qu'il rentre quand il reste 8 minutes dans le 2e quart-temps. Il a pas enfin, il fait vite 2 fautes. En fait, il rate un tir qui est à lui, hein, mais c'est pas sur ça qu'on va le juger. Il fait vite 2 fautes et après, ce sera la fin de son match. J'ai aimé aussi l'état d'esprit d'Eli Okobo par rapport à ce qu'on avait pu voir sur la prépa et sur la première mi-temps du premier match également. Là, je l'ai trouvé agressif dès le début de match. Il regarde des cercles, il a pris des tirs. Alors, il a raté. Il a raté pas mal, mais je l'ai trouvé déjà plus agressif, et ça me faisait plaisir. Il a raté dans un premier temps, parce que après, c'était pas la même chose. J'ai bien aimé aussi l'apport de Jalen Horn sur Luka Doncic, quand il a switché sur lui. Il a été très très discipliné, lui, pour le coup, il a pas sauté dans les feintes, etc. Et Luka, c'est un peu frustré vis-à-vis de ça. J'ai quand même un petit regret, entre guillemets, c'est d'un point de vue extérieur, c'est que l'intérieur de la Slovénie est catastrophique au Mitch. Donc on a Mamjaité qui est quand même un pivot qui est capable d'apporter des points ou alors de la fixation à l'intérieur. On a vu par exemple quand on a posté Gershon que ça venait vite trapper et que ça ouvrait des tirs ouverts pour les extérieurs. J'ai trouvé dommage qu'on s'en soit pas servi un petit peu plus, mais bon. Bon, maintenant, on va quand même parler plus en détail de l'homme du match, Sylvain Francisco. Quel match exceptionnel, quel match exceptionnel. On a vu le Sylvain de Kaunas. En fait, on a vu Sylvain du 4e quart-temps de Kaunas, mais on l'a vu sur tout le match. Intenable en 1 contre 1, capable de finir, très très peu de déchets. Je sais même pas s'il fait il doit faire 1 ou 2 paires de balles. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Sylvain Francisco, il fait 0 perte de balles. Alors je vais vous donner les stats de Sylvain Francisco sur ce match-là. 25 minutes, 32 points à 9 sur 15 au tir, 7 sur 7 à 2 points, 2 sur 8 à 3 points, 12 sur 12 au lancer. 7 rebonds, 5 passes, 4 fautes, 0 perte de balles, 2 interceptions, 40 d'évaluation. Monsieur Sylvain Francisco, merci. Merci de dire monsieur. Un match exceptionnel. Voilà, il s'est un peu trouvé à 3 points, mais déjà il met 2 tirs à 3 points, alors que sur la prépa, il avait un peu de mal. Enfin, 2 sur 8, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais voilà, il fait 7 sur 7 à 2 points, il a été intenable sur ses drives. C'était... je sais plus qui commentait, mais je crois que c'est Jacques Monclar, oui, qui disait surtout ne l'envoyez pas à gauche, parce que c'est vrai qu'il a fini que sur sa main droite, mais il va tellement vite quand il fait son hésitation là et qu'il part sur sa main droite, c'est intenable. Il a été exceptionnel offensivement, défensivement, dans la gestion du tempo. Il a pris les gros tirs, il a mis les gros tirs, il a mis les lancers francs qu'il fallait. Je veux quand même tirer mon chapeau à Eli Okobo, qui, pareil, a mis des très 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 gros tirs sur la fin de match. Un tir à 3 points, un flotteur. Je crois qu'il met un N1. Oui, il met un N1. Il crée un décalage justement pour
Je sais plus qui met ce tir à 3 points, je crois que c'est pour Gershon qui met ce tir à 3 points, il crée un décalage en contre-attaque. Donc vraiment, Elie et Sylvain sur la fin de match ont été vraiment brillants, ils se sont rattrapés de leur campagne de 2023. Mais voilà, tout le monde a apporté et c'était une victoire collective. Maintenant sur l'incident, on va dire, qui a eu lieu en fin de match, pour ceux qui n'ont pas suivi, la France est à plus 9. Ouais, c'est ça, 109 à 80... non, n'importe quoi, 101 à 92, je crois, c'est ça. Et du coup, il reste 20 secondes, donc les Slovènes arrêtent de jouer, Luka vient checker Sylvain. Moi, je pensais que Luka il allait faire un truc de filou, genre en mode, tu vois, il va checker le porteur de balle en premier et tout. Je pensais qu'il allait lui prendre la balle et tout. Donc Sylvain, je pense qu'il avait ça aussi en tête, il dribble bien loin de Luka, il le check et tout. Ensuite, Sylvain se retourne vers le banc, et ensuite va marquer un lay-up alors que tout le monde s'est arrêté de jouer. Bon, ensuite ça commence à se chauffer, oui, pourquoi tu fais ça? Là, le match est fini, on a arrêté de jouer, tu nous as checké, tu vas mettre 2 points derrière. Ça, alors moi je vais vous donner mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire, moi je vais vous donner mon avis. Premièrement, un match c'est 40 minutes. T'as vu? Un match c'est 40 minutes. Si toi t'as décidé d'arrêter de jouer, arrête de jouer, c'est ton dos. Si toi t'as décidé de venir me checker, hein, vas-y si tu veux. J'ai lu des gens qui disaient oui, à partir du moment où tu check, ça veut dire que tu vas pas jouer. C'est 40 minutes, frérot. Et surtout, en FIBA, c'est pas les coutumes NBA, etc. Et surtout que le goal average compte. C'est-à-dire que la France, à l'heure actuelle, ils ont joué 2 matchs, ils ont gagné 2 matchs, ils ne sont pas encore qualifiés pour les 8e de finale. Et surtout, même s'ils sont très bien placés, et surtout, ils peuvent se retrouver s'ils perdent les 3 prochains matchs, on sait pas, si demain ils perdent contre Israël et après ils perdent, bon, c'est peu probable, mais on ne sait pas, le goal average est important, donc c'est pas en mode on va cracher sur 2 points. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, frérot, tu joues pendant 40 minutes, c'est pas parce que toi t'as décidé que c'est bon, on arrête, que tout le monde doit s'arrêter. Troisième chose, j'ai vu des commentaires, encore une fois, très limite, enfin, plus que limite racistes, de supporters de la Slovénie, j'imagine, enfin de pays de l'Est. C'est inacceptable, intolérable, franchement, ces gens-là, j'ai pas envie d'insulter vos mères, mais on peut insulter vos mères. Encore une fois, tout comme ceux qui ont critiqué Moussa Diabaté, enfin vis-à-vis de sa couleur de peau par rapport à son choix. Bref, donc ça c'est les 3 trucs. Ensuite, de manière générale, ce truc de arrêter de jouer parce que c'est bon, on a fini, on manque pas de respect. Surtout que vraiment en NBA, c'est un truc genre, si tu mets un layup, les gens ils font genre ils vont se battre. Enfin comme là en fait, c'était vraiment un truc que je trouve stupide. Parce que en NBA, ça arrive même où des fois les mecs ils arrêtent de jouer à 1 minute de la fin du match. Et donc il y a 24 secondes. Après 24 secondes, après 24 secondes. Et donc en fait la dernière minute, au lieu de jouer, c'est pas grave, joue, même s'il y a 30 points, c'est pas grave, joue, essaye de mettre tes points, essaye de montrer ce que tu sais faire. Souvent il y a des mecs dans les garbage time et tout. Plutôt que les gens qui ont payé leur place soient obligés de regarder 3 possessions où tu joues pas. Bon là c'était pas le cas. Mais encore une fois, un match c'est 40 minutes. Si tu mérites de prendre 12 points d'écart, eh ben tu prendras 12 points d'écart. T'avais qu'à défendre. Voilà, c'est tout. Donc moi je suis 100% enfin, j'aime pas dire d'accord avec Sylvain, mais c'est juste que je trouve que ces réactions de j'encaisse un panier, c'est vraiment une réaction de rageux, quoi. J'ai perdu, oh là là, bah du coup comme j'ai perdu, ça m'énerve que tu enfonces le clou. Ah frérot, t'as qu'à défendre, si tu veux pas prendre un point en plus, t'as qu'à défendre, c'est tout. Évidemment, à la fin, du coup, alors avec cette petite échauffourée, Luka s'est un peu énervé, enfin non, juste avant ça, Luka s'est énervé, il a pris une technique, etc. Bon bref, truc comme d'habitude. Et donc, les arbitres, ils ont un peu été vigleux quand même, parce qu'il y a quand même 3 joueurs de l'équipe de France qui ont quitté le banc pour venir un peu calmer les choses, etc. Mais ils ont, quand ils ont regardé la vidéo, ils ont considéré qu'il y en avait qu'un, donc ils ont exclu Nadir Efi, qui était rentré sur le terrain, mais ils ont pas exclu Zachary Laché et Gershon qui sont rentrés sur le terrain aussi, ou je sais plus c'est qui l'autre personne qui est rentrée. Et donc voilà, ils ont exclu aussi un joueur slovène qui était 1 mètre dans le terrain, qui est, enfin bon, bref. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de suspension en tout cas pour demain. Un petit point sur le classement. Dans le groupe A, la Turquie et la Serbie sont tous les deux à 3-0 et sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. En 3e, il y a la Lettonie à 1 victoire de défaite, l'Estonie 1 victoire de défaite, le Portugal 1 victoire de défaite et la République tchèque à 3 défaites. Donc ça va être assez serré. J'ai hâte de voir le match Turquie-Serbie.
Bon, je pense que la Serbie quand même est un peu au-dessus. Dans le groupe B, il y a l'Allemagne qui est qualifiée avec la Finlande également, qui sont tous les deux à 3-0. La Lituanie qui est à 2-1. La Suède qui a 1-2 et la Grande-Bretagne et le Monténégro qui a 0-3. Donc normalement, le Monténégro peut peut-être essayer de repasser devant la Suède, mais la Lituanie, l'Allemagne et la Finlande devraient passer en huitième de finale. Dans le groupe C, du coup, il y a eu que 2 journées. La Grèce est première avec 2 victoires, 0 défaites. L'Espagne est à 1-1, Géorgie 1-1, Italie 1-1, Bosnie 1-1 et Chypre 0-2. Bon, Chypre évidemment, on sait que ça va passer. La Grèce devrait se qualifier et après, je pense que la Bosnie ne passera pas. Je pense que les 4 premiers sont déjà à leur place. Et dans le groupe D, donc il y a la France et la Pologne qui sont à 2-0. Israël qui a 1-1, la Belgique à 1-1, la Slovénie à 0-2, l'Islande à 0-2. Quand je regarde quand même ce groupe, je me dis que c'est quand même costaud, hein, parce que la Belgique déjà elle a 1-1, je trouve que c'est moins fort que l'Islande. Je pense que la Slovénie va prendre la place de la Belgique, ils sont à 0-2, mais je pense pas qu'ils vont finir derrière la Belgique. Et je pense que ce sera France, Pologne, Israël et Slovénie, et peut-être que même la Slovénie peut passer devant Israël, à voir. En ce qui concerne les pronostics et les matchs du jour, donc il y a la Slovénie qui va jouer contre la Belgique. Je pense que la Slovénie a besoin de cette victoire. Enfin, c'est pas je pense, c'est la Slovénie a besoin de cette victoire. Donc, il va falloir que Lucas se sorte les doigts. Enfin bon, c'est pas comme si c'était pas sorti les doigts jusqu'à présent, mais voilà. La Géorgie contre la Grèce. Ça va être un match intéressant, sachant qu'aujourd'hui, Yanis n'a même pas joué contre Chypre, hein, ils ont mis 30 points sans Yanis. Je pense que la Grèce est quand même favorite sur ce match-là. France-Israël, alors ça va être très intéressant parce que Israël a eu, comme j'ai dit, a joué le match pour moi le plus intense de la compétition jusqu'à présent. Autour de Deni Avdia, c'est quand même très pauvre. Yam Madar et Carrington, on l'a dit, ils ont mis des gros tirs à la fin, mais c'était assez léger. Roman Sarkis n'a pas renouvelé son exploit du premier match. Et du coup, rejouer moins de 24 heures derrière, ça va être compliqué. Là où la France, ok, Sylvain a fait un gros match, ok, c'était un match qui était haché. Alors déjà, c'était un match qui a duré très longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de lancers francs, etc. Donc c'était un peu moins intense. Et ensuite, en plus de ça, on a une profondeur que l'équipe d'Israël n'a pas. Je suis désolé, Théo Malédon, il a joué 11 minutes, Nadir Rifi n'a pas joué, Mam Jaïté a joué 10 minutes, Alex Sarr, Rizaché et Bilal Koulibaly, ils ont 21, 22 ans, ils sont, enfin voilà, c'est des jeunes qui sont capables. Gershon n'a pas été surutilisé, Eli Okobo non plus. Donc vraiment, je me fais pas de soucis et je pense que la France va gagner ce match-là, même si Israël va vendre chèrement sa peau, mais je pense que la France va passer à 3-0 et valider son ticket pour les huitièmes de finale. Espagne-Chypre, faut pas être bête, Chypre va pas gagner un match. Bosnie-Italie, l'Italie va prendre ce match, l'Italie qui montre un très bon visage sur cette compétition. Et Pologne-Islande, on l'a dit, l'équipe de Pologne qui fait rêver et l'Islande qui est à 0-2, donc je pense que la Pologne à domicile va prendre ce match-là. Voilà pour ce débrief de la journée 4. Encore une fois, merci de liker. N'oubliez pas de booster la vidéo. Quand vous likez, vous pouvez booster la vidéo, ça augmente notre visibilité. Abonnez-vous et je vous dis à demain pour le débrief de la journée 5. Pas Banks.